En principe, quand on parle de taxes aux États-Unis, c'est un sujet qui fait beaucoup peur. Mais en vérité, ce qui est intéressant, c'est que notre invité nous a clairement démystifié c'est quoi les taxes. Et dans cette interview, il est question pour nous, en fait, d'apprendre beaucoup de choses sur les taxes aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, comme je disais, en fait, en vérité, il y a une différence entre celui qui ne connaît pas et celui qui veut connaître. Et aujourd'hui, François va nous parler en fait des taxes de long en large et également de son parcours en tant que jeune immigrant aux États-Unis qui est venu non seulement pour les études, mais qui est également venu se chercher et s'est fait un chemin. En vérité, ce que tu vas apprendre dans cette interview est tellement enrichissant que tu ne vas pas voir le temps passer. C'est-à-dire que c'est un peu long, mais en vérité, tu ne vas pas voir le temps passer. Ce que je te demande simplement de faire, c'est que mets-toi à l'aise, prends un verre d'eau, prends de quoi noter parce que clairement, François a dit beaucoup de choses qui vont peut-être même changer ton mindset en tant que jeune entrepreneur dans la diaspora. Salut François. Comment, Warren? Comment ça va? Ça va, et chez toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de te faire une interview là où on va un peu parler de toi. C'est-à-dire, on va un peu parler de ton parcours aux États-Unis, de comment est-ce que tu as fait pour devenir expert comptable. Et on va parler après des impôts aux États-Unis. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser directement comme ça, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait? Merci, Warren. C'est une initiative allouée parce que ça permet de mettre en relation nous qui sommes de la diaspora africaine et qui sommes en Amérique avec ceux de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Yeah. D'entrée de jeu, je me nomme Kadio Nyambi Zima, mais les intimes m'appellent François. Voilà, je suis d'origine togolaise et je suis en Amérique depuis 2004, janvier 2004. Wow. Voilà. Attends, wow. Tu es quand même un doyen ici déjà. On peut le dire, sinon il y a plus âgé que moi ici. Bien sûr. Alors, déjà, c'est-à-dire, François, tu grandis dans quel genre d'environnement en Afrique, notamment? Ok. En Afrique, moi, je suis issu d'une famille polygame. Mon papa est paysan, ma maman, Ouais. même maman, je peux le dire, elles sont deux, elles sont ménagères. Et nous avons fait l'école. Pour aller à l'école, tu sais, pour un enfant d'un paysan, nous on allait à l'école, tout comme tu vois quelqu'un habillé d'une chemise rouge, c'est joli, tu t'habilles comme ça. Donc nous on allait à l'école pour aller à l'école. Yeah. C'est quoi pour faire, on ne sait pas. Donc, quand on montait en âge, c'est-à-dire du CP1 au CM2, il faut dire que le CP1, au CP1, bon, nous on est là pour s'amuser. Voilà, c'est l'occasion d'échapper la roue. Donc après, on étudie si on nous tape. Ah, ok. S'il n'y a pas fouet, tu n'as pas envie de... Donc pour éviter, spécialement moi, je parle de moi, donc il s'est avéré que au niveau du CE, notre maîtresse, elle exigeait que tu récites tout. Wow. Toutes les leçons, il n'y a pas une. Donc tu viens avec un tas de tiges de raffia là, à côté, et c'est là, si tu échoues, elle puise dedans, elle te fouette, elle continue. Donc pour ne pas le faire, je récitais tout, que ce soit morale, institution civique, sciences, whatever, je pouvais réciter. Donc, mais ma tête était plongée dans les amusements. Aussitôt qu'on sort, j'organise mes amis, et c'était la balade, on s'amuse. Yeah. Il s'est fait que quand on a fini, on avait composé, je n'avais pas eu la moyenne, j'étais proche de la moyenne. La maîtresse dit que non, celui-ci là, il doit aller au CE1, et au CM2 plutôt. Et sa voix s'est imposée au reste, parce que c'était elle qui m'enseignait. Donc je me suis retrouvé au CM2, non au C2 plutôt. C2, yeah. C'est au C2 que tout a changé, parce que j'ai commencé à prendre la mesure de ce que je faisais. Ouais. Et donc j'ai quitté mon amusement et suis rentré pas pour me vanter dans les 5 premiers. Et au CM1, j'étais le deuxième de ma classe. J'arrive
au CM2. Au lieu de continuer, je me suis laissé encore aller et j'ai redoublé le CM2. Mais l'année qui a suivi, quand je me suis revu dans le truc, c'est comme l'ambition, le projet était que tu portes le kaki, puisque tu vois tes collègues qui ont réussi, et quand ils sont à la pause ou bien les mercredis, eux, ils ne vont pas à l'école, mais vous êtes à l'école, ou bien vous n'allez pas à l'école, vous les voyez en kaki. Et c'est en ce moment qu'il y avait le truc de signal et on appelait ça aussi jeune, quand tu devrais monter au tu réussissais le CPD, les gens qui sont au CG te malmenaient. Ils te voient, ils disent que tu es jeune, je sais pas, on te malmenait correctement. Donc on a fait, quand j'ai quitté le CM2, je peux dire que là, je ne faisais que progresser. Donc je n'ai plus redoublé au niveau du collège. Au niveau du collège, il n'y a pas de problème. C'est à niveau au lycée, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu le probatoire. Le probatoire, j'avais connu une petite déception. Je rentrais dans le jeu des amoureux. Donc, deuxième de ma classe, mais quand on était à la porte des examens, il restait un mois pour réviser et j'ai eu une petite déception. Donc, tu peux comprendre ce que ça donne. Ça peut perturber. J'ai perdu le sens. Non, je ne le souhaite pas aux jeunes. Il faut même à personne, c'est pas quand même bien. Et j'ai redoublé. Après ça, quand je me suis retrouvé à l'université, j'ai fait la gestion. Je suis sorti de l'université de Lomé avec une maîtrise en gestion. En 99, et j'ai commencé le premier boulot au sein d'une organisation à but non lucratif. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, c'est-à-dire, bien évidemment, quand tu nous parles de ton parcours, on réalise que tu étais quelqu'un tu étais quand même doué à l'école, bien que tout ce qui va avec, au début, tu ne voulais pas d'abord étudier parce que tu ne voyais pas trop l'importance, mais après, tu as pris conscience de ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu décides de te lancer, c'est-à-dire après ton parcours, avec tout ce que tu nous as raconté au début, mais à la base, qu'est-ce qui te pousse quelque part à te lancer dans les études de gestion en fait? Parce que clairement, tu aurais pu faire autre chose. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans la gestion en fait? Évidemment, c'est une question très bien posée. Parce que quand nous étions en 6e, on a reçu un conseil d'orientation qui est venu et qui avait parlé d'ingénieur agronome. Et que le titre m'avait vraiment impressionné. Je dis, là, si moi je vais à l'université, je vais sortir un ingénieur agronome. Alors, quand je vais faire le bac, moi j'ai eu le bac, c'était quoi la suite? Je savais que mon grand frère était en train de faire le droit parce qu'il a fait la série A. Mais moi j'ai fait la série D. Donc, et il y avait la médecine où un de mes autres frères aussi était déjà en train d'évoluer. Donc, vraiment, à part ça, il n'y avait que l'agronomie, je savais. Je n'avais même aucune idée de ce qu'on appelle comptable. Donc, la G2. Je me rappelle très bien. Quand j'ai eu le bac, j'étais à Sokodé à la pause quand les étudiants ont repris. Et les lycéens ont repris. Les lycéens de l'école technique, ceux qui font la G2, ils étaient là. Ils faisaient le débit, crédit. Donc, le calcul débit égale crédit. Je dis, mais c'est quel type de mathématiques qui moi, me mystifie de cette façon. Mais du haut de mon bac, je ne voulais pas poser la question, c'est quoi? Je devrais apparaître comme ridicule devant tous ceux qui me respectaient comme un futur étudiant. Donc, au moment où je suis rentré à Lomé pour remplir, même envoyer mes dossiers, il y avait un collègue. Lui, son papa est aussi conseiller d'orientation et c'est lui qui me parlait, il dit non François, si tu vas faire ingénierie là, l'ingénieur agronome, tu n'auras même pas le temps pour te reposer. Donc si tu veux, il faut faire la FACEC. Il dit mais la FACEC c'est quoi? Il dit c'est la faculté de gestion, des sciences de gestion et de l'économie. J'ai dit et ils font quoi? Il me dit que c'est eux qui sont comptables. Je dis comptable c'est quoi? Et il me dit qu'un comptable, c'est celui qui garde l'argent d'une société, c'est lui qui s'occupe des finances de la société. Là aussi, le titre m'a intéressé. Et donc, j'ai rempli les formulaires pour faire la FACEC. Je vais à Lomé, je voulais changer pour retourner
à chose quand mon grand frère qui était déjà à l'époque, à l'ENA, en train de faire la magistrature, il me dit non François, il faut aller directement à la FASEC parce que si tu vas à l'INSI, ça demande beaucoup de ressources pour faire les photocopies et tout ça là. Tu n'auras vraiment pas le temps, tu es toujours au campus. Or, moi non plus, je n'ai pas encore les assises pour pouvoir te venir financièrement en aide. Ouais. Donc, voilà comment je me suis retrouvé en FASEC. Et quand j'ai commencé, donc, le premier cours qu'on nous faisait, c'est la comptabilité générale. Et donc, l'explication était tellement si amusante que tout de suite, je me suis accroché à la comptabilité. Ouais. Parce que je retrouvais une solution à l'équation que j'avais de ce côté. Ouais. Débit égale crédit. Ouais. Donc, j'étais tout nuit pour comprendre de quoi il s'agissait. Et quand j'ai compris l'essence de la chose, j'ai vu que, au fait, nous sommes vraiment fatigués en G et en D, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une logique que quand tu la comprends, tu peux l'appliquer partout. Voilà comment je me suis retrouvé là-dedans et j'ai fait pour sortir en gestion au lieu de l'économie. Ah, ok, d'accord. Maintenant, bien évidemment, quand tu te lances en économie comme ça, enfin en gestion, oui. Après tu commences, c'est-à-dire après l'université, tu prends ton premier emploi, tu commences à prendre un peu l'expérience, mais à quel moment est-ce que, puisque tu commences à travailler au pays, oui, à quel moment est-ce que se fait la transition et que tu viens aux États-Unis en fait? C'est à quelle fréquence que ça se passe en fait? Bon, j'ai fini en 99. Donc en 99, j'ai aussi connu les affres du chômage, du moins 99 à 2000, 2001. Il n'y avait pas... 89, j'ai fini l'année. 2000, milieu de 2000, c'est là que j'ai été sollicité par le directeur de l'ONG là. Et c'est là que j'avais commis la plus grande de mes erreurs d'innocence. Oui, les erreurs d'un jeune qui sort d'une école théorique. C'est en fait pour ça que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut reformer le système éducatif de nos pays. Yeah. J'avais le diplôme de gestion, aucune expérience de la chose, et il fallait auditer quelqu'un qui gérait la caisse. En ce moment, l'expression auditer n'existait pas dans la gestion, même si elle était là, elle était réservée à certains. Donc nous, on a fait jusqu'à faire chose, on n'a pas une idée, on n'a pas subi aucun cours d'audit. Donc il faut contrôler ce que le gars a fait. Alors, l'une des choses, normalement aujourd'hui, ce que je reconnais, que c'était la plus grave des erreurs. Tu veux contrôler quelqu'un, mais il n'est pas là pour se défendre. Donc c'est un contrôle à charge. Ouais. C'est ce que justement nous avions fait. Donc on avait mis le gars en prison et nous, il fallait auditer sa gestion des choses. Alors je finis d'auditer sa gestion des choses et on m'offre le boulot pour remplacer le gars. Je le remplace. Donc comme j'ai eu la chance de voir qu'il y avait certaines choses que lui ne faisait pas, mais n'avait pas mon niveau également. Donc ça fait qu'il a été victime du béni oui-oui. Il faisait tout pour faire honneur à son patron. Mais quand la barque a chaviré, le patron, comme il est fort, il a nagé, laissé son subordonné. Donc quand j'ai commencé, c'est là que je vois que c'était un boss qui est un peu pernicieux. Comment? Le premier contact que nous avions eu, on a financé l'ONG pour laquelle je travaillais. C'était un 4,5 millions. Dans le temps, c'est comme ça, beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Donc, le programme que nous avons envoyé pour être financé devrait être exécuté dans mon entendement. Voilà, le matin, mon supérieur arrive, il me dit que bon, il a un titan qui est garé, parce que c'est gâté, donc il voudrait qu'on prenne l'argent là, arranger le titan, et le titan va travailler, faire entrer l'argent, on va exécuter le projet. J'ai dit, bon, si tu veux ma pensée, je ne pense pas que c'est une bonne décision. Parce que si nous mettons l'argent et le titan prend le premier voyage, il n'est pas... Le titan, c'est quoi pour les gens qui vont... Le troc. Le troc, ok. Le titan... Un camion, voilà. Un camion, là, les gros transporteurs, là. Donc, si au premier voyage, il tombe en panne, on dit quoi au bailleur de fonds? C'est ça. Donc, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Mon supérieur, ça ne l'a pas plu, mais il a dissimulé. Après, il revient un jour, il sort de sa poche 500 000 pour me donner.
Moi, je suis comptable et j'ai exigé qu'il y ait caissière. Donc, il y avait une caissière. Au lieu d'aller à la caisse, il vient me donner l'argent là. Ouais. J'ai dit, je ne prends pas. Je ne prends pas ou je prends contre des charges. Il dit, non, il faut prendre après. Je dis, non, 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 non. Si vous n'avez pas le temps pour une décharge, vous pouvez aller avec l'argent. Comme vous aurez le temps, moi j'écris, je reconnais avoir reçu de vos mains 500 000. Cela servira de preuve. Parce qu'il y avait eu ce genre de dispute. L'autre qui est incarcéré dit que mais tu es venu me donner 400 000, il dit c'est 4 millions. Tu m'as donné 150 000, il dit que c'est 1 500 000. Oh là là. Voilà. Donc comme lui est supérieur, donc on ne s'est pas entendu là-bas également. Et finalement, on avait une radio qui était sous la gestion de notre ONG. La radio tombe en panne. D'abord, mystérieusement, on fait la demande au bailleur, c'était Plan Togo, qui veut nous financer pour réparer la radio à 1 500 000 et qu'on fait venir un technicien qui fait un budget franc au franc. 1 million. Donc, on me donne, à ma qualité de comptable, de voir, je vois les transformateurs qu'on vend. À l'époque, à 45 000, c'était 400 000. Oh. Comme je suis avec mon frère, je vois les choses, je dis, mais oh. Le gars était là, j'ai dit, bon, il peut sortir, nous donner la chance, nous. Je ne savais pas qu'il y avait des taux. Donc, c'était déjà fait pour dilapider les 1 500 000. Mais moi, j'étais dans le bleu. Moi, je travaillais pour le fond. Et il dit, bon, à mon humble avis, ce devis-là, c'est pas parce qu'on nous finance 1 500 000 qu'il faut le dépenser aussi dans la rubrique. C'est ça. Si nous réalisons des économies, nous mettons notre partenaire en assurance que nous pouvons demander 1000, mais nous allons faire les économies. Ce qui nous permettra d'avoir plus une bonne oreille. Donc, soit on essaie de chercher le prix et lui va faire la partie main-d'œuvre. Et on s'est séparés. À la minute, mon chef m'appelle. Et c'était, oui, si le technicien s'est fâché, que c'est toi qui l'empêche de faire le travail, s'il part, c'est toi qui vas le ramener, tu vas le payer. J'ai constaté que on n'était pas dans une équipe. La chose qui suit, il demande d'envoyer le cahier de journal. Or, le cahier de journal, selon la science comptable, c'est un cahier qui ne doit comporter ni rature, ni, comment appelle-t-on, tâche, quoi. Ouais. Il prend le document, le journal comptable, ne comprenant pas ce qu'il y a derrière débit et crédit, il va avoir achat de fourniture. Ok, on va mettre, disons, 2500. Il va au crédit caisse, 2500. Le monsieur enseignait, je crois, une langue locale. Donc, il prend son bic rouge, il coche comme s'il corrigeait une feuille de devoir. My God. On me ramène le cahier tout rouge et j'ai dit, mais non. Le jour-là, j'ai déposé ma démission. Il dit que non, moi je viens de commencer la profession. Un comptable. Et pour combien il faut que je me compromette? Et c'est là que j'ai quitté là-bas. Pour aller travailler chez quelqu'un qui est dans le domaine de la distribution. Et là, c'était du lourd. Le chiffre d'affaires tournait autour de 4 milliards, mais tu ne pouvais jamais savoir. Wow. Je te jure. Et c'est là que j'ai vu l'argent. Je ne peux plus être intimidé par l'argent. Et donc, lui, il n'avait pas le bac, mais il avait la maîtrise commerciale. Et c'est chez lui que j'ai fait le plus mon apprentissage. Je crois que c'est lui-même qui m'a le plus parlé d'être sur soi, installé à soi, quoi, être indépendant. Donc, on a travaillé jusqu'à ce que... Mais j'avais toujours en idée que moi, s'il faut quitter le pays, je viendrai en Amérique. Et quand c'est venu, mon frère, j'étais au bureau, et mon frère est venu me dire, bon, si ça va mieux, si Dieu veut bien, ton rêve va se réaliser. J'étais fait une demande d'études en Amérique, dans une école qui s'appelle Bellevue. C'est un gars qui est venu... Comme lui, il était juge, bon, quelqu'un est revenu d'Amérique et lui disait que non, actuellement, on prend vraiment les gens qui veulent faire ça. Il dit, est-ce que tu peux inscrire mon petit frère? Il m'a inscrit. On m'a inscrit où? En Haïti.
Haïti. Voilà, parce que Haïti était plus en demande. Donc, je pouvais avoir le visa sous la rubrique Haïti. Il fallait justifier à l'ambassade comment je veux partir de la comptabilité à l'information technologique. Et donc, lors de l'entretien, c'était une question qu'on voulait me piéger. Je dis, quand le représentant du consulat m'a posé la question là, je lui ai dit, mais monsieur, vous faites comme si vous ignorez l'évolution des choses. Un comptable, ne pas avoir connaissance informatique. On n'a pas dit l'informatique exclut les comptables. D'ailleurs, même c'est fait pour faciliter la gestion. Et donc, moi je trouve que avoir cette connaissance en appui à ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que mon patron pourra se défaire de moi. Et là, c'est il me dit, bon, il faut partir. Il ne me remet pas mon passeport. Donc, novice, je croyais que, bon, mais je comprends. J'avais voulu demander mon passeport, mais je me suis tué, je me suis levé. Quand je sors, les gens me disent, mais on va te donner le visa, ça. Quand on ne te retrouve pas ton passeport sur champ, on va te mettre le visa. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là, j'ai eu le visa, c'était fin novembre 2023. Et je suis retourné faire un mois là de travail pour mon patron. Quand je lui ai annoncé que je voyageais pour l'Amérique, le gars dit, what? Que lui est mort. Et je suis parti. Celui qui m'a remplacé le premier mois, parce qu'on faisait le billetage, c'est-à-dire on te donne l'argent, tu paies main à main aux employés. Moi, j'étais le seul maîtrisard, le comptable. C'était 30 000 que je gagnais. Les gens qui chargeaient les camions étaient à 28 750. Ceux qui faisaient la facturation, 35 000. Mais ce qui était bon, mon patron avait une attention particulière parce que il pouvait me faire des dons qui dépassaient 3 fois, 4 fois ce que je gagnais comme salaire. C'était en 2003, hein? 2001, fin 2001, 2002. Fin 2003 que j'ai arrêté de travailler. Donc je suis arrivé ici le 6 janvier 2004. Ok, d'accord. Alors, quand tu viens comme ça, c'est-à-dire, comment se passe ton arrivée aux États-Unis? C'est-à-dire, tes premiers pas aux États-Unis quand tu arrives, comment ça se passe? Le choc, parce qu'il y a quand même un choc culturel qui se passe. Mais comment est-ce que tu gères ça? Tu vois, quand moi j'ai eu le visa, je n'ai aucune personne que je connaissais ici. Donc, moi je savais que je venais en Amérique. C'était ça. Mais qui va t'accueillir? En bon africain, je pensais que l'accueil africain, la chaleur africaine que nous avons là-bas, c'est la même chose. L'individualisme américain ne faisait pas partie de mon monde. Donc, je ne me suis jamais senti en danger où je pouvais venir me retrouver même à la rue. Donc, quand ça s'approchait, on m'a parlé de quelqu'un qui me dit, lui là, son frère peut venir m'accueillir à l'aéroport, tout ça là. Voilà. Je te dis que il y a des gestes que nous posons que nous-mêmes on ne peut pas bénéficier. Mais nos progénitures ou bien les membres de nos familles vont bénéficier. Bien sûr. Pourquoi je le dis? Quand nous étions au village, les gens venaient pour demander métayage, quelque chose comme ça. Ils peuvent venir chez Alpha, mais ils finiront par vivre chez nous. J'ai vu mon papa engueuler nos mamans s'ils ne servaient pas en quantité suffisante à ces gens-là. Donc, ils avaient un certain accueil qui les laissait. Les gens, quelqu'un même, lui, était devenu notre frère, qu'on ne connaissait pas. Donc, quand j'ai quitté, le gars m'a bouffé 20 000. Il prend l'argent qu'il va appeler et il va mettre le crédit à appeler son frère. Rien ne vient. Je me suis embarqué dans l'avion là, sans savoir qui allait m'accueillir. Et cela ne m'a jamais tardé à l'idée que c'était dangereux. Donc, heureusement aussi, tous les Togolais qui étaient ici, qui faisaient du mal, selon ce que les gens disent. Je n'ai pas été victime. D'autres disent qu'ils sont venus avec leurs sous, certains les ont dévalisés, tout ça là. Bon, tout cela me l'a proposé, ils ont refusé de me recevoir. Et je venais avec de l'argent. J'avais au moins 7 000 $, avec moi. Parce qu'il fallait payer l'école et faire choses. Donc, quand j'arrive, j'ai fait une escale. J'arrive à Ohio. D'abord, je ne trouve pas mes valises. L'une de mes valises était perdue. Donc, quelqu'un qui est habitué au taxi brousse où tu descends, tu prends ton colis, tu pars. Comment je vais faire? Je ne sais pas. On m'a donné
je m'adresse aux gens pour leur dire, aux gens qui traitent les bagages là, pour leur dire que oui, je ne retrouve pas mon bagage. Je parle mon anglais